Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Leçons d'histoire. Aujourd'hui au programme, nous allons parler des débuts de règne assez difficiles de Louis-Philippe qui succède à Charles X. Cette vidéo est en quelque sorte la suite du premier épisode qui parlait de la fuite de Charles X et des Trois Glorieuses. Donc installez-vous confortablement et sans plus attendre, c'est parti pour ce nouvel épisode de Leçons d'histoire. La commune de Eu, en Seine-Maritime, rend hommage par bien des manières à Louis-Philippe. Nous pouvons citer son musée, inauguré en 1973, le musée Louis-Philippe, mais également le collège de la ville, qui compte aujourd'hui plus de 600 élèves inscrits. Louis-Philippe, au cours de son règne, a profondément marqué l'histoire de la royauté française et plus globalement l'histoire politique nationale. Successeur de Charles X, l'accession au trône du représentant de la maison d'Orléans, branche cadette de la maison des Bourbons, enterre définitivement la branche aînée qui ne s'en relèvera jamais. Bien qu'au terme de 18 années de règne, Louis-Philippe et son gouvernement connaissent un sort similaire à celui de son cousin, il doit gouverner dans un pays qui se transforme socialement, politiquement et économiquement, en usant des moyens de son temps. Or, un véritable désordre politique règne les mois suivant l'intronisation du souverain. Voyons ensemble quels sont les facteurs propres à ce désordre qui ont marqué les premiers mois du règne de Louis-Philippe Ier dès août 1830. Août 1830. France. Charles X ayant abdiqué, les insurrections terminées, il est désormais question de reconstruire et réconcilier. Bien évidemment, les Français ne veulent plus de l'Ancien Régime et le modèle de la monarchie constitutionnelle semble être le modèle idéal. Le duc d'Orléans est fait roi des Français par les Parisiens et les deux chambres de l'Assemblée. Mais ce n'est pas un hasard si Louis-Philippe obtient un rôle aussi important. Pendant les 16 années de la Restauration, Louis-Philippe œuvre au renversement de la branche aînée, celle des Valois. Il rassemble d'abord les restants de la fortune orléane, puis, dans un second temps, par le biais d'un habile stratagème, il se rapproche de l'opposition libérale, que le régime de Charles X combattra entre 1824 et 1830. Désormais, le nouveau régime en place œuvre à se distinguer de l'ancien régime, qui était si cher à son prédécesseur, par le biais de transformations politiques, mais également par la suppression de nombreuses traditions héritées des siècles passés. D'abord, la monarchie de Juillet souhaite définitivement rompre avec l'héritage médiéval. Ainsi, des termes tels que sujet disparaissent. On parle alors de concitoyens. D'autres expressions comme l'an de grâce subissent le même sort, jugées mal accordées au nouveau dogme national. D'autres éléments laissent présumer cette volonté de rompre avec le XVIIIe siècle. Par exemple, la demeure royale. En effet, entre 1830 et 1831, Louis-Philippe réside au Palais Royal, avant de définitivement s'installer au Palais des Tuileries, aujourd'hui détruit. À quelques détails près, le système de gouvernement, alors en vigueur depuis 1814, est maintenu. Louis-Philippe use d'ailleurs de la charte, afin de consolider son autorité personnelle, mais également pour bâtir un gouvernement d'action jouant des ambitions politiques de chacun. Ainsi, la charte est revisitée le 7 août 1830, avec notamment la suppression du préambule sur l'Ancien Régime. Ainsi, la charte devient un pacte entre la nation et le souverain, un pacte dit de confiance. Un autre exemple, le banquier Jacques Laffitte a participé à l'insurrection parisienne de juillet 1830. Député libéral, son ascension est fulgurante puisqu'entre novembre 1830 et mars 1831, Laffitte est le président du Conseil des ministres, équivalent de notre actuel Premier ministre, en plus d'être le ministre des Finances. Désormais, Louis-Philippe semble détenir les éléments qui vont lui permettre de régner conjointement avec le principe de la charte revisitée et du régime de la monarchie constitutionnelle. Mais des complications vont nuire au déploiement de la politique du roi des Français. Rappelons-nous, nous avons précédemment abordé la question de l'utilisation de la charte de 1814.
mais également le rôle du libéral Jacques Laffitte. En réalité, c'est un véritable désordre politique qui règne, les mois suivant l'intronisation de Louis-Philippe. Ce désordre s'explique notamment par un oubli capital de la Restauration, celui de la conception du pouvoir ministériel. En effet, selon le contemporanéiste Charles-Henri Poutas, Benjamin Constant demeure le seul à l'avoir défini entre 1814 et 1830. Le 11 août, le Premier ministère est formé, avec, en son sein, diverses tendances politiques. Il doit remplir une condition à son bon fonctionnement, s'acquitter de la bonne organisation de la machine administrative, tout en garantissant l'ordre public, fortement troublé depuis les journées de juillet. Or, les troubles post-Trois Glorieuses ne s'apaisent pas pour autant. En réalité, la presse libérale et républicaine entretient une forme d'agitation que Louis-Philippe ne peut contenir en raison d'un événement marquant. Le 16 août, Lafayette, républicain, est nommé chef de la garde nationale. Par ailleurs, une formule de Lafayette passée à la postérité résonne au sein du Palais Royal. Un trône populaire entouré d'institutions républicaines. Voilà ce que réclament les acteurs des Trois Glorieuses. Un premier scandale marque profondément la monarchie de Juillet. Le 27 août 1830, Louis VI Henri-Joseph de Bourbon-Condé, dernier prince de Condé, est retrouvé mort pendu au château de Saint-Leu, dans le Val d'Oise. Louis-Philippe et son épouse, la reine Marie-Amélie, sont accusés sans preuve de l'avoir fait assassiner, afin de permettre au duc d'Aumale, leur fils, de mettre la main sur la fortune du prince de Condé, alors très conséquente. Finalement, la situation vient à s'apaiser un tant soit peu, suite à l'épuration administrative entreprise par le régime. Les sympathisants légitimistes ayant refusé de prêter serment à la monarchie de Juillet sont tout simplement écartés de l'exercice du pouvoir. Pour réguler la situation, une nouvelle administration est construite sur les fondements de la Révolution de Juillet, dans le but d'ancrer définitivement le régime. Cela vaut mieux pour moi que le sacre de Reims, se serait alors écrié Louis-Philippe en embrassant Lafayette lors du passage en revue de la garde nationale le 29 août 1830. Il s'agit bien évidemment d'un geste fort, synonyme d'apaisement. Par ailleurs, dès octobre 1830, le régime met en place un plan d'indemnisation à l'encontre des familles des victimes des Trois Glorieuses. Le régime revient également sur toute une série de lois impopulaires adoptées sous la Restauration. Il est évident que Louis-Philippe, au travers de ce procédé, cherche à se désolidariser des années de règne de son cousin, afin d'ancrer définitivement le régime et lui permettre de se développer sans rencontrer de résistance au sein de l'opposition. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, que vous consultiez ce contenu sur YouTube ou sur Spotify. Je vous rappelle que tous les jeudis à 10 h, un nouvel épisode de Leçons d'histoire est disponible. Et tous les vendredis, l'épisode est ensuite redistribué sur Spotify. Donc n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. N'hésitez pas à consulter mes réseaux sociaux qui sont disponibles sur YouTube en barre de description de la vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un avis. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!